L'avion, c'est 1,5 milliard de voyageurs qui parcourent chaque année 240 milliards de kilomètres. C'est comme si tous les Québécois se faisaient offrir un aller-retour vers la Lune. Pourtant, au début, l'avion était réservé à une minorité. Il n'était pas destiné à devenir le transporteur de masse qu'il est aujourd'hui. La démocratisation du voyage aérien, c'est une épopée du 20e siècle. C'est au cours des années 50 que le transport aérien des passagers connaît une augmentation phénoménale. De 20 millions de voyageurs en 1949, on passe à plus du double en 1950. Le trafic mondial est alors estimé à 51 millions de voyageurs. Cette croissance du transport aérien doit beaucoup à l'industrie de guerre et aux avancées technologiques réalisées par les armées de l'air. On sait que l'une des conséquences de l'effort de guerre, c'est de relancer l'économie. L'une des autres conséquences de cet effort-là va être l'application par les avionneries des méthodes de production industrielle. Durant la guerre, on va sortir des avions à la chaîne. De ce nombre-là, 400 000 vont être produits par les Américains. Au lendemain de la guerre, les compagnies aériennes américaines vont récupérer ces appareils-là et vont dominer le marché. Plusieurs bombardiers sont reconvertis en avions civils. Le fuselage du bombardier B-29 Super Fortress est intégré au Boeing 377 Stratocruiser et le célèbre bombardier lourd anglais Lancaster devient le Lancastrian. Le 14 octobre 1947, Charles Yeager devient le premier homme à franchir le mur du son. C'est le moteur à réaction qui a permis cette révolution technologique. Et son impact sur l'aviation civile est majeur. L'augmentation de la puissance des avions est directement liée à l'augmentation du nombre de passagers pouvant prendre place dans les appareils. On passe d'appareils pouvant accueillir une vingtaine de personnes à des appareils pouvant contenir jusqu'à 100 personnes. Avant que les avions de passagers ne passent à la réaction, les avions à moteur à piston ont encore quelques belles années devant eux. C'est l'époque du Stratocruiser, du Constellation et du DC-7. Le Stratocruiser, dévoilé par Boeing à la fin des années 40, révolutionne les références en matière de confort. Sa carlingue imposante permet de recevoir entre 50 et 100 passagers. Elle donne aussi beaucoup plus de possibilités d'aménagement. Les voyageurs peuvent désormais se retrouver à la salle à manger ou au fumoir. À la même époque, l'avionnerie Lockheed lance une série de magnifiques avions à piston. Les appareils de la série Constellation sont développés avant la Deuxième Guerre mondiale à la demande de la compagnie aérienne américaine Trans World Airlines. Après la guerre, ils deviennent synonymes de grand confort et de voyage haut de gamme. Naturellement, lorsque l'avion peut naviguer au-dessus des nuages, donc au-dessus du mauvais temps, c'est toujours plus confortable pour les passagers. Alors, il était nécessaire, à cette époque-là, de construire des cabines pressurisées. À l'altitude où volent les avions de transport, généralement, la pression atmosphérique est relativement basse, ce qui est absolument insuffisant pour le corps humain. Alors, on est obligé de pressuriser les cabines aux alentours de à peu près 8000 pieds pour la plupart des avions. Le principe de fonctionnement est relativement simple. Imaginez un avion, imaginez que c'est une bouteille. Alors, il faut légèrement la gonfler. À 8000 pieds, même si l'avion est à 20 000 pieds, on va mettre une pression atmosphérique à l'intérieur de ça, l'équivalent à peu près de 8000 pieds. Et on va gérer aussi, lorsque le fuselage monte en altitude, on va gérer aussi son taux de croissance de la pression, c'est-à-dire aux alentours de 250, peut-être gros maximum 500 pieds par minute, même si l'appareil, lui, monte à 2000 pieds minute. Au Canada, les compagnies de lignes aériennes se tournent vers des avions pressurisés comme les Vickers Viscount, les DC-6 ou les DC-7.
Ces quadrimoteurs à piston sont reconnus pour leur rapidité, du moins selon les critères de l'époque. Durant les années 50, lorsqu'ils ont développé des avions passagers, c'était naturellement des avions à piston, à hélice. Je me souviens, moi, d'avoir fait le voyage à Montréal, Lisbonne, Lisbonne-Madrid sur un DC-7, avec un arrêt aux Açores, naturellement. Ça avait pris 14 heures. Pour traverser l'Atlantique. Aujourd'hui, avec les avions à réaction, les transporteurs modernes, on peut faire le même trajet en moins que la moitié de ce temps-là. En plus du confort et de la vitesse, l'une des grandes innovations apportées par les derniers appareils à piston est la modification de la diète des passagers. À partir de ce moment, les voyageurs peuvent déguster des repas chauds, préparés au sol par un traiteur, surgelés puis réchauffés en vol. Encore aujourd'hui, c'est la même méthode qui est employée. Une autre percée technologique permet d'aller encore plus loin en matière de confort et de vitesse à la fin des années 50. En fait, c'est une révolution qui s'annonce en matière de transport des passagers quand la réaction fait son arrivée dans l'aviation commerciale avec le de Havilland Comet. Mais le plus grand succès de l'époque est le Boeing 707. C'est avec la Pan American que le 707 fait son vol inaugural le 16 octobre 1958. Avec la propulsion à réaction, les passagers voyagent désormais dans un environnement beaucoup plus agréable. Les appareils ont une plus grande autonomie et ils peuvent voler plus haut, au-dessus des nuages et à l'abri des sautes d'humeur de mère nature. Résultat, les avions deviennent plus rentables, plus rapides, plus confortables. Les vols sont aussi plus ennuyants. Et oui, l'époque où les passagers pouvaient passer le temps en regardant le paysage est révolue. Les compagnies aériennes doivent maintenant divertir les clients. Les compagnies aériennes tentent alors de se distinguer par le service personnalisé qu'elles offrent. À bord des avions de la Pan American, les voyageurs sont traités aux petits oignons. Les hôtesses servent des plats préparés chez Maxime, alors que les passagers profitent du confort du vol à réaction. Et pour divertir les clients, on essaie toutes sortes de choses. Piano, bar, magicien, film, radio. Même le design de la cabine et des sièges sont conçus avec raffinement. Voyager est alors une aventure luxueuse. Même si le nombre de voyageurs aériens va augmenter dans les années 50 et 60, prendre l'avion, ça reste un moyen de transport qui n'est pas accessible à toutes les bourses. C'est une grande aventure, une aventure qui est rare. Et parmi les clients des compagnies aériennes, on va retrouver les hommes d'affaires et les politiciens qui ont fait les beaux jours du transport aérien dans les années 30. Et il va y avoir également les artistes qui vont s'ajouter. C'est parfois malheureux parce qu'il va y avoir des écrasements. L'un des plus célèbres, c'est celui de l'American Pie qui va coûter la vie à des vedettes de l'époque. On pense à Buddy Holly et à Richie Valens. Mais c'est aussi des événements heureux. Quand les Beatles débarquent à Montréal en septembre 1964, c'est sur le tarmac de l'aéroport de Dorval. Et ça va faire des clichés qui vont faire le tour du monde et qui vont faire également le bonheur de bien des fans. À la fin des années 60, l'Occident est en ébullition et le transport aérien est à la veille de connaître une nouvelle révolution. En 1969, la planète devient accessible à tous avec l'arrivée du premier gros porteur, le Boeing 747. L'impact du Boeing 747 sur le transport aérien est immense. Avec ses grandes capacités, il a permis de réduire les coûts des billets d'avion et a ouvert grand la porte à la démocratisation du transport aérien. Seulement pendant la décennie des années 70, le trafic aérien connaît un boom sans précédent. En 1979, les 145 compagnies membres de l'Association internationale des lignes aériennes annoncent avoir transporté 747 millions de passagers. On voit alors apparaître une nouvelle clientèle, des voyageurs en transit vers les grandes destinations du tourisme international. Air Canada mise sur Dominique Michel pour mousser le tourisme vers les îles. Signe que voyager est facile, Air Canada a maintenant pour slogan « Mon bikini, ma brosse à dents ». L'Amérique du Sud et l'Europe sont désormais accessibles à tous. Disons qu'aujourd'hui, la clientèle a changé beaucoup. Il y a beaucoup plus de gens qui voyagent de tout âge. À l'époque, c'était des gens, des hommes d'affaires, des vedettes. Il y avait pas beaucoup de familles qui pouvaient se permettre le voyage. Aujourd'hui, le marché est ouvert aux familles, aux jeunes étudiants. Il y a quand même des prix pour eux aussi.
Alors, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup mieux pour les passagers aujourd'hui. Au début, disons, c'était beaucoup d'hommes qui voyageaient. Moi, je me rappelle, il y avait peut-être, sur un avion de 130 passagers, il y avait peut-être 3-4 femmes. Oh, ça, c'était beaucoup. Et oui, c'est ça. Pour accueillir les nouveaux avions aux dimensions imposantes et les passagers de plus en plus nombreux, les aéroports datant des années 40 sont adaptés. Et aujourd'hui, les aéroports internationaux sont de gigantesques pôles économiques qui accueillent chaque année des millions de passagers et qui emploient des milliers de travailleurs. En ce début de 21e siècle, nous avons principalement deux catégories de passagers à bord des avions civils, okay? Les touristes et les gens d'affaires. Les politiciens, pour leur part, utilisent plutôt des avions gouvernementaux pour leur sécurité d'ailleurs. On connaît tous le Air Force One du président des États-Unis, n'est-ce pas? Et puis les artistes, qui sont encore une autre catégorie de gens, nolisent souvent des appareils tout entiers pour transporter avec eux toutes leurs troupes et tout leur matériel. Maintenant, les compagnies aériennes devront apprendre à satisfaire toutes ces clientèles-là et pas nécessairement en même temps. Mais avant de devenir le transporteur de masse qu'il est aujourd'hui, il a fallu plusieurs années. Durant toute la période de l'entre-deux-guerres, l'avion était un moyen de transport pas nécessairement agréable et réservé à une minorité. C'est l'époque des cockpits ouverts, des grands hydravions, des dirigeables et des premiers avions commerciaux. Au début du siècle, prendre l'avion, c'est presque un sport extrême. Les passagers sont entassés dans des cabines ouvertes, froides, entre deux sacs de courrier. Les horaires de vol sont rarement respectés et les avions sont sensibles aux moindres caprices de la météo. Bref, voler comme passager, c'est pas de tout repos. Pourtant, au cours des années 30, une série d'innovations technologiques allait permettre à l'avion de s'imposer comme transporteur de passagers. Au début de l'histoire de l'aviation, les avions ne sont pas très fiables et surtout, leurs capacités en termes de passagers et de distance sont réduites. En général, un seul passager peut embarquer avec un pilote. Le transport de passagers, ça a débuté en 1914. Quelques vols, un pilote, un passager, c'est un petit hydravion, cabine ouverte, en Floride. La guerre de 14-18 a mis fin à ces expériences-là. Ça a repris avec la fin du conflit en novembre 1918, surtout au début des diplomates qui allaient de Paris à New York ou de New York à Paris pour la négociation de paix. On parle de petits avions, cockpit ouvert très souvent, des bombardiers convertis dans la plupart des cas. Donc à partir de ces vols-là de 1918-1919, certains passagers payants ont fait leur apparition. Le nombre augmente petit à petit. On commence à introduire des avions militaires convertis, soit avec un moteur ou deux moteurs. Cabine ouverte dans la plupart des cas. Donc, bon, c'est le manteau de fourrure, le chapeau de fourrure, les gros gants. C'est quand même très froid en altitude. Au tout début, là, les passagers n'étaient pas vraiment protégés contre les intempéries. On les assoyait à peu près au même endroit où on assoyait d'autres pilotes, parce que c'était des avions à deux places souvent, là. Les pilotes étaient assis à l'extérieur. Alors, à l'occasion, on pouvait transporter un passager dans cet habitacle-là, à la merci de tous les vents, là. Et plus tard, eh bien, ils ont décidé, si ils voulaient que ça soit rentable de transporter des passagers, bien, il fallait quand même les mettre en sécurité dans un habitacle fermé. Cabine fermée, ça apparaît graduellement pour les passagers. Pour les pilotes, le pilote demeure à l'extérieur. Les pilotes, très souvent, considéraient à l'époque qu'un pilote en cabine fermée, ça n'a aucun sens. Il faut pouvoir sentir ce qui se passe autour de soi, donc il faut demeurer à l'extérieur. À l'intérieur, on trouvait les passagers, mais il ne faut pas oublier que les cabines en question, ce n'étaient pas des cabines grand luxe. C'était froid, c'était bruyant. Au niveau de l'isolation pour le bruit, c'était très peu développé. Donc, certaines compagnies fournissaient de la ouate pour boucher les oreilles des passagers. On fournissait également des petits sacs pour des raisons évidentes. C'est qu'à basse altitude, il y a des turbulences. Ça brasse un peu. Certains passagers et passagères pouvaient être malades. Donc, il fallait tenir compte de ces petits détails-là. Mais en fin de compte, c'était les débuts du transport de passagers. Il fallait avoir de l'argent. Il fallait être assez courageux aussi
pour vouloir utiliser ces machines volantes qui étaient relativement fiables, mais pas toujours. Il y avait quand même certains incidents, certains accidents qui se produisaient. Il n'y avait pas de radar, le système de navigation était très peu développé, il n'y avait pas de radionavigation, donc le brouillard, le givrage pouvaient être très dangereux. Il n'y avait pas grande communication non plus entre les passagers et puis le pilote. Avec le bruit du moteur, et puis il était quand même séparé là, complètement du pilote, les passagers. Et ça, c'est venu un peu plus tard, là, avec les progrès là, qui ont fermé complètement l'appareil où le pilote était à l'intérieur, au même endroit que les passagers. Et là, il y avait un peu plus de communication. Et même à cette époque-là, c'était pas chauffé, là, les appareils. Donc, les passagers devaient, par temps froid, s'habiller. Parce que c'était quand même très froid là, en altitude. Et ça a progressé. Éventuellement, ils sont venus à bout de trouver moyen de chauffer la cabine en se servant du tuyau d'échappement de l'appareil où ils envoyaient une partie de la chaleur qui entourait le tuyau d'échappement à l'intérieur de la cabine pour la chauffer. Et même aujourd'hui, il y a encore des systèmes qui fonctionnent de cette façon-là. Les conditions de voyage difficiles n'étaient que l'une des limites du transport aérien à l'époque. Les passagers devaient aussi composer avec des horaires incertains. Les avions ne partaient que s'il y avait un ciel clair. Et on ne savait donc pas à quelle heure on partait, et on savait encore moins à quelle heure on arrivait. C'était ça, prendre l'avion comme passager en 1930. En 1930, au Québec, comme dans la plupart des pays industriels, c'est la crise économique. 25% de la population active va être au chômage. À Montréal, les files d'attente devant les soupes populaires sont des scènes qui sont assez fréquentes. Pour régler ces problèmes, le gouvernement provincial de Louis-Alexandre Taschereau va prôner des mesures de retour à la campagne. On est donc très loin de favoriser le développement du transport des passagers par la voie des airs. Paradoxalement, c'est à cette époque que l'idée du transport aérien commence à s'imposer. Il faut dire que la clientèle des compagnies aériennes est alors composée d'hommes d'affaires riches et de politiciens qui ont les moyens de prendre l'avion. On commence donc à voir se multiplier les liaisons aériennes. Les premiers défis technologiques sont de taille. Il faut mettre au point un appareil fiable, rapide, confortable. Les dirigeables et les hydravions sont les premiers à répondre à ces exigences. On a longtemps pensé que l'hydravion était l'appareil idéal pour effectuer les traversées transatlantiques. À l'époque, l'un des défis de l'aéronautique était de mettre au point un appareil avec une grande autonomie. La capacité de l'avion à amérir partout, enfin partout où il y a de l'eau, facilitait ces questions de ravitaillement. De plus, ses qualités étaient nombreuses par rapport aux autres aéronefs. Plus rapide que le dirigeable, il était plus spacieux et confortable que les avions de l'époque. En 1929, l'ingénieur allemand Claudius Dornier crée un prototype d'hydravion étonnant. Le Do-10 comprend 4 cabines luxueuses, un fumoir, un bar, un salon, des cuisines et des toilettes. Il effectue un tour du monde qui dure 2 ans, entre 1930 et 1932. La palme du plus gros hydravion jamais construit revient au Hercule de Howard Hughes. Réalisé d'après les plans du riche homme d'affaires, ce gigantesque appareil est muni de 8 moteurs. Son premier et unique vol a eu lieu le 2 novembre 1947 sur à peine 1 km. Ce vol court permet à Hughes de clouer le bec à tous ses détracteurs, après quoi le Hercule termine sa vie dans un hangar. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les hydravions vont connaître beaucoup de succès et les grandes villes de bord de mer vont devenir des centres importants du transport aérien. Rome, New York, Lisbonne, Copenhague vont être des centres importants. Et il va y avoir au Canada la ville de Botwood qui est située à Terre-Neuve. Cette hydrobase canadienne est très fréquentée parce qu'elle est située à l'extrême est du continent nord-américain. Durant la Deuxième Guerre, il va y avoir plusieurs politiciens qui vont transiter par là en route vers l'Europe. Mais avant la guerre, en 1939, il va y avoir une visite très importante. Le Boeing de la Pan American, le Yankee Clipper, va passer par là. C'est le plus gros appareil de l'époque. On l'appelait le paquebot volant. Le Yankee Clipper n'est qu'un des nombreux hydravions de la Pan American. Ils font les beaux jours de cette compagnie aérienne à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Tous ces appareils sont surnommés Clipper en référence aux voiliers du même nom. Les Sikorsky 40 et 42 sont les premiers Clipper de la Pan American. Ils défrichent les lignes aériennes vers l'Amérique du Sud et créent un engouement pour le tourisme vers le Brésil. Un peu plus tard, l'hydravion Martin 130 est le premier China Clipper qui établit une liaison entre l'Amérique et l'Asie. Et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale,
la Pan American lance sa première ligne transatlantique régulière. Le Dixie Clipper, un Boeing 314, fait la traversée entre Port Washington et Marseille. Ce qui va permettre aux avions de se démarquer des autres moyens de locomotion dans l'entre-deux-guerres, c'est essentiellement la vitesse. Bien sûr, les avions de l'époque ne volent pas aussi rapidement que ceux d'aujourd'hui, mais ils sont quand même plus rapides que n'importe quel autre moyen de locomotion. Et ce qui les distingue, ce n'est certainement pas le confort. Lorsque tous ces problèmes de confort seront résolus par la technologie qui va se développer après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, le transport aérien aura dépassé en qualité tous ses concurrents et sera nettement meilleur, si vous voulez, sur tous les plans. Avant d'exploser, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le transport des passagers avait encore des défis technologiques à relever. D'abord avec les dirigeables, puis avec les premiers avions de ligne modernes. Les années 30 constituent une période d'exploration pour l'aviation commerciale. On est alors à la recherche de l'appareil capable de transporter des passagers sur de longues distances, rapidement et dans des conditions agréables. À côté des hydravions, aussi appelés les paquebots volants, d'autres géants du ciel commencent à s'imposer. D'abord, les dirigeables, baptisés les cathédrales volantes à cause de la complexité de leur structure. Ils transportent dès 1919 des voyageurs d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Les grands dirigeables transatlantiques semblent appartenir à une époque bien particulière, celle des années folles. L'image qu'on a de cette époque-là est un peu surfaite cependant. C'est sûr qu'après la guerre, il y a eu un soulagement général. C'est l'époque où il va y avoir le jazz de Duke Ellington, les opéras américains de Gershwin. Mais l'image qu'on a des années folles, celle d'une période de faste, de grand luxe, c'est la réalité d'une minorité. Et c'est cette minorité-là qui va pouvoir se payer les grands voyages transatlantiques en dirigeable. Alors, à l'époque, on croyait que les dirigeables allaient supplanter l'avion comme moyen de transport parce que les avions ne pouvaient que parcourir de petites distances avec peu de passagers et avaient besoin constamment de se ravitailler. Par contre, le dirigeable pouvait apporter beaucoup de passagers dans un luxe encore inégalé de nos jours et pouvait franchir de beaucoup plus grandes distances. Fait intéressant, l'Empire State Building de New York avait été conçu à l'époque avec un mât en haut pour pouvoir accueillir les dirigeables. Donc, les gens croyaient que ça allait vraiment être la façon de transporter, faire le transport de passagers dans l'avenir. Les Allemands entament un vaste programme de dirigeables dès 1908. Après la guerre, les deux célèbres dirigeables de la compagnie Delag prennent du service. Il y a eu plusieurs dirigeables allemands entre les deux guerres, mais principalement, je vous dirais qu'il y en a eu deux à retenir. Le Graf Zeppelin, construit en 1928, et le Hindenburg, construit en 1936. Les deux dirigeables empruntaient des trajets, habituellement, ils partaient d'Allemagne et ils allaient jusqu'en Amérique, soit en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro, ou en Amérique du Nord, à Lakers, au New Jersey. Fait intéressant, le Graf Zeppelin, en 1929, réalisa un tour du monde avec son commandant, le docteur Hugo Echner, et ils ont réalisé ça en seulement 12 jours, ce qui, à l'époque, était un exploit absolument extraordinaire. Même s'ils sont plus rapides que d'autres moyens de transport, les dirigeables allemands mettent environ 4 jours à traverser l'océan. À bord, les passagers voyagent dans un environnement confortable et luxueux. Pour se mettre en contexte, pour savoir comment c'était à bord du Hindenburg, vous vous imaginez arriver à l'aéroport devant un objet, le plus grand objet volant que l'homme a jamais construit, à peu près de la même taille du Titanic. Vous embarquez à l'intérieur avec vos bagages. Vous avez devant vous une belle salle de réception où vous pouvez vous asseoir, manger, lire, écrire une carte postale ou même écouter la musique jouée par un pianiste. Alors, au moment du décollage, vous avez la possibilité de regarder par de grandes baies vitrées à l'extérieur qui donnent une vue absolument époustouflante. Le soir venu, vous pouvez aller vous reposer dans une grande chambre luxueuse ou aller vous divertir dans une des salles de jeu qu'il y avait. D'ailleurs, un des journalistes qui a effectué un voyage à bord du Hindenburg a décrit le type de vol comme si vous étiez transporté dans les bras d'un ange. Les Anglais entreprennent également la réalisation d'un réseau de dirigeables. Le gouvernement travailliste, dirigé par Ramsay MacDonald, instaure en 1924 le programme impérial de transport par dirigeable. Le programme prévoit la construction de 2 dirigeables géants avant 1927, le R-100 et le R-101. En 1930, le R-100 part pour une tournée promotionnelle à travers l'Empire anglais.
Le 1er août 1930, il arrive à Montréal. Plus de 40 000 personnes l'attendent avec enthousiasme à l'aéroport de Montréal. Le R100, c'est un projet fait par les Anglais, R pour Rigid, parce que c'était des ballons avec une structure de duralium qui pouvait transporter des passagers. L'idée première, c'était de relier le Commonwealth britannique avec une ligne aérienne de dirigeables. Ils ont commencé au début avec les dirigeables les plus petits, là, à partir de R1, R2 jusqu'au R34 qui est venu à New York en 1914, si je me souviens bien. Par la suite, là, ils ont continué à grimper pour fabriquer le R100 qui traversait l'Atlantique avec une centaine de passagers et puis plusieurs tonnes de fret aussi. C'était un ballon immense. Il mesurait 695 pieds. Ça fait 230 quelques mètres, je pense. Immense machine avec 6 moteurs Rolls-Royce diesel qui devaient manœuvrer comme des gros paquebots de l'air, mais qui étaient très sensibles aux températures, aux orages. Mais par contre, les gens payaient 1 000 $ pour faire une traversée. Le R100 est arrivé à Saint-Hubert le 1er août 1930, au petit matin. Oh, ben j'étais tout petit, hein? C'était bien gros pour moi, hein? Il y avait eu un accrochage un petit peu, puis il avait perdu des morceaux. Puis quand il avait réparé, il y avait eu des morceaux qui sentaient l'huile de banane. Alors, ben ça, c'était un morceau du Zeppelin, ça, c'est du R100. Fait qu'on avait rapporté ça à la maison. Le dirigeable a été à Saint-Hubert durant 13 jours au total. Là-dessus, il a fait des balades au-dessus de Toronto, Ottawa et Montréal. Les gens se bousculaient pour aller voir le R100. En tout, l'événement a attiré près d'1 million de personnes. Ce fut pour l'époque un événement majeur. L'aéroport de Saint-Hubert a pris son essor à partir de ce moment-là, vu qu'il a été inauguré en 1928. La visite du R100 au Canada est un grand succès. À l'époque, on croit que l'avenir du dirigeable est radieux. Pourtant, une succession de désastres vont mettre fin à l'aventure du dirigeable un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plusieurs raisons pourquoi les dirigeables ont disparu. Particulièrement, c'est les écrasements, je vous dirais, qui ont eu lieu en majeure partie à cause des mauvaises conditions météorologiques qui, dans ce temps-là, on ne pouvait pas détecter. On n'avait pas les radars ni les prévisions météorologiques qu'on a aujourd'hui. Également, c'est parce que les dirigeables étaient remplis à l'hélium au lieu d'être remplis à l'hydrogène jusqu'à un certain temps. Et puis, ce qui a mis un terme réel au transport de passagers dans les dirigeables, c'est l'écrasement du Hindenburg le 6 mai 1937. L'opinion publique, à partir de ce moment-là, s'est tournée vers les avions qui étaient beaucoup plus rapides et qui pouvaient apporter quand même plus de passagers. Un peu avant la guerre, les dirigeables vont définitivement être supplantés par les premiers avions modernes. Désormais, les avions sont recouverts, ils sont confortables, chauffés et climatisés. Ils peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes et sont prêts d'atteindre les 300 km/h. Bref, ils sont mieux adaptés au transport des passagers. Un des premiers avions modernes vole le 30 mars 1933. United Airlines met en service le nouveau Boeing bimoteur 247, entièrement métallique. Les lignes aériennes du Canada s'ajustent aux changements et commandent leurs premiers avions modernes. Le 30 juillet 1937, le premier vol avec passagers traverse le pays. La même année, la Canadian Airways établit la première ligne commerciale régulière avec un Lockheed 10A. Un appareil comme le Lockheed 10, ce n'est pas comme un Boeing 747. Il n'y a pas d'espace sous la cabine pour beaucoup de bagages. Donc les bagages, il fallait les mettre soit dans le nez ou soit dans des espaces à l'intérieur des ailes. Donc l'espace était très limité dans un Lockheed 10. Point de vue confort, pour l'époque, c'était quand même bien. Aujourd'hui, on trouverait ça très exigu. Et c'est avec ça que TransCanada Airlines a commencé à faire du transport de passagers à partir de 39, 40, 41. Le réseau s'est agrandi. Donc c'est la naissance d'Air Canada, avec des appareils qui ressemblent beaucoup au Lockheed 10 qui se trouve derrière moi, la fin des années 30. C'est à la même époque qu'apparaît le DC-3. Cet appareil cause une véritable révolution pour le transport des passagers. Donc le DC-3 est né au cours des années 30, un peu après 1935. Un appareil qui est très important. Auparavant, on parle évidemment des lignes aériennes américaines, ça prenait des contrats postaux pour réussir à balancer les livres. Avec l'apparition du DC-3, une société aérienne peut maintenant, en ne transportant que des passagers, faire un profit. Donc, les contrats postaux deviennent littéralement un petit ajout, la cerise sur le sundae, qui leur permet d'augmenter leur profit, ce qui est une très bonne chose. Plus de profit, plus d'avions, l'avion plus gros, donc l'industrie commence à grandir très rapidement. Le DC-3 suit.
Parce que le DC-3 est à ce point réussi que vers la fin des années 30, 39, 40, il domine l'industrie du transport aérien aux États-Unis et partout dans le monde. C'est la grande dame du transport aérien. Le plus jeune a plus de 50 ans, va bientôt avoir 60 ans. Et ça vole encore. Quelques centaines volent encore, vont continuer de voler pendant encore de très nombreuses années. Le DC-3, c'est pratiquement indestructible. C'est très solide. C'est un peu lent peut-être, ça vibre un peu bruyant, mais ça représente très bien l'industrie du transport aérien pendant les années 30. La carrière du DC-3 est fabuleuse. Et comme lui, le Beechcraft 18, qui date de l'avant-guerre, a connu une carrière civile et militaire impressionnante. L'histoire du Beech 18, ça commence vers les années 1934. En fin de compte, M. Walter Beech, avec un dénommé Wallace, ont fait le dessin d'un avion à un moteur qui s'appelait le Beech 17, le Staggerwind Beech, qui a été très populaire, qui est encore très populaire. Et cet appareil-là avait été conçu pour gagner des fameuses courses de Chicago à l'époque. Et l'avion était tellement performant qu'il a battu tous les records de vitesse, même les records de vitesse militaires. C'est ça qui a lancé la compagnie Beech. Par la suite, avec M. Walter Beech, on fait la conception du fameux Beech 18 qui est derrière moi, un bimoteur monoplan, tout en métal, et qui devait servir au transport de passagers pour les petites compagnies de troisième niveau, en fin de compte, et servir aussi d'avions corporatifs pour les compagnies. Il y avait 7 places pour les passagers à l'intérieur de la cabine, et il y avait un compartiment à bagages dans le nez et un petit compartiment à bagages aussi là, derrière les passagers. Il n'y avait pas d'autres services à l'intérieur de la cabine. Peut-être il y avait une petite cantine et certains appareils avaient peut-être un cabinet d'aisance, là, pas tous. Mais finalement, la guerre étant arrivée, en 1939, les militaires se sont saisis immédiatement de l'appareil et s'en sont servis eux aussi pour le transport de passagers, notamment pour le transport de leurs officiers, pour le transport sanitaire. Par la suite, l'appareil a été transformé en appareil de formation pour les pilotes de bombardiers, pour les navigateurs et les mitrailleurs. Donc, c'était un avion qui était très versatile. Ils ont converti l'avion, par exemple, comme plateforme photographique. Il a servi aussi comme avion ambulance. Donc, l'appareil qui, même s'il n'est pas aussi populaire que le fameux DC-3, peut-être un peu moins connu, quand même eu une carrière aussi longue que le DC-3. Apparemment, ils en auraient fabriqué 9100 au total. Et ils ont cessé la fabrication de cet appareil-là en 1969. Donc, c'est un appareil qui existe encore à plusieurs endroits dans le monde aujourd'hui. Avec les bimoteurs de Lockheed, Boeing, Douglas et Beechcraft, le transport des passagers a fait un grand bond à la fin des années 30. La guerre fournira les outils technologiques pour son développement effréné après 1945. L'histoire du transport de passagers, c'est aussi celle du service à la clientèle et d'une figure emblématique de l'aviation commerciale, l'hôtesse de l'air. Aujourd'hui, quand on prend un avion, on voit très peu le pilote ou les copilotes. Pour des raisons de sécurité, ils sont enfermés dans leur cockpit. Alors, pour le passager, le représentant de la compagnie aérienne, ce sont les agents de bord. Ou, pendant bien longtemps, celles que l'on appelait les hôtesses de l'air. Au début de l'histoire de l'aviation, la hiérarchie du personnel de bord ressemble à celle qui existe sur les paquebots ou les trains. Il y a un capitaine, son premier officier, un steward. Les compagnies aériennes embauchent très tôt du personnel supplémentaire pour offrir différents services aux passagers. Le Boeing 80, dévoilé en 1928, comprend un siège repliable qui leur est destiné. Et en 1930, la première hôtesse de l'air monte à bord d'un avion de la United Airlines. Dans
Dans les années 30, les revendications féminines se font entendre de plus en plus fort. Depuis 1919, au Canada, les femmes ont le droit de vote, mais leur présence dans le milieu du travail est encore une chose rare. Il va y avoir quelques femmes qui vont faire du travail domestique, certaines vont travailler dans les manufactures. Il va y en avoir d'autres aussi, mais elles sont plus rares, qui vont travailler comme infirmières ou comme enseignantes. Dans les milieux québécois les plus traditionnels, on voit même le travail féminin comme une menace aux valeurs familiales. Alors, une femme qui travaille dans les années 30, c'est quelque chose de très rare. Le 15 mai 1930, Ellen Church est engagée pour s'occuper des voyageurs sur un vol entre San Francisco et Cheyenne, dans le Wyoming. L'Europe suit quelques années plus tard, et le 29 juillet 1934, la Suisse Nelly Derner devient la première hôtesse de l'air à monter à bord d'un avion de la Swissair. Les premières hôtesses de l'air sont des infirmières aux fonctions multiples. Elles s'assurent que les fauteuils d'osier soient bien fixés au plancher, elles empêchent les passagers de jeter des déchets par les fenêtres, et surtout, elles leur évitent de confondre la porte des toilettes avec celle de la sortie. Leurs tenues sont adaptées des vêtements militaires de l'époque. Les designers ne font que des ajustements mineurs à ces vêtements pratiques, masculins, de couleur grise, bleue ou verte. Seul signe de coquetterie, les logos des compagnies aériennes qui apparaissent en Allemagne dès les années 30. Il y avait une grande austérité dans les costumes et on ne s'est pas du tout à ce moment-là attaqué à l'image même de ces hôtesses de l'air. Au contraire, on leur a mis des habits, des costumes qui ressemblaient beaucoup plus à l'uniforme, à quelque chose d'un peu militaire et avec une rigidité de matière qui finalement ne correspondait pas nécessairement à leur rôle, puisqu'elles avaient besoin quand même de souplesse, de bouger, tout ça. Alors c'est assez étonnant qu'on ait porté si peu d'attention aux costumes des femmes. À partir des années 50, le rôle des hôtesses de l'air se transforme. Les hosties, comme on les appelle alors, délaissent leurs airs d'infirmières pour s'occuper du divertissement des voyageurs. Désormais, le mot d'ordre des compagnies aériennes est « Enjoy us ». Amusez-vous. À partir des années 50, ce sont les hôtesses et non plus les pilotes qui accueillent les passagers. Les compagnies aériennes commencent alors à accorder beaucoup plus d'importance à leur image. À cette époque, les entrevues d'hôtesses ressemblent plus à des concours de beauté. On leur demande leur âge, leur statut marital et surtout de marcher dans la pièce. Elles ne doivent pas être mariées, être enceintes et doivent signer un document qui les engage à prendre leur retraite à l'âge de 30 ans. Les compagnies aériennes engagent des designers réputés pour dessiner leurs costumes. En 1965, sous l'influence de la publicitaire Mary Wells et du designer Emilio Pucci, les hôtesses de l'air de la Braniff deviennent beaucoup plus sexy. En 1968, le designer milanais Milas Cohen applique le premier la formule du prêt-à-porter aux uniformes des hôtesses d'Alitalia. Les tenues sont pratiques, confortables et élégantes. Certaines compagnies vont très loin dans l'exploitation de l'image sexy de l'hôtesse de l'air. Southwest, une compagnie texane, a pour slogan « Sex sells seats ». Les hôtesses portent des shorts ultra courts et des bottes de cuir. On voit soudainement des hôtesses de l'air qui ne sont plus du tout des infirmières, au contraire, mais des Miss Monde. Et donc, elles sont souvent amenées à passer à des critères de beauté. Ça devient très sélectif. Et évidemment, la garde-robe s'en ressent énormément, puisqu'on crée en fonction de ce nouveau glamour qui s'installe à bord des aéroports. Et tout à coup, c'est très bien vu de devenir hôtesse de l'air. Malgré cette image machiste, l'aviation commerciale est une nouvelle avenue intéressante pour les jeunes femmes qui veulent travailler. Moi, j'ai choisi le métier d'hôtesse de l'air parce que c'était quelque chose qui était tout à fait nouveau, qui était très excitant parce qu'on pouvait voyager beaucoup. J'étais infirmière et puis je regardais décoller les avions et puis je trouvais que c'était un métier qui était fascinant. Moi, j'ai joint en 70. Comme dit Nicole, c'était les années de vache grasse, si je peux m'exprimer ainsi. Tout était beau, on était jeunes, c'était un métier enlevant, c'était extraordinaire pour les gens qui aimaient voyager, qui voulaient voir beaucoup de pays. C'était très bien.
À cette époque, celle des premiers avions commerciaux à réaction, comme le Boeing 707 ou le DC-8, les normes en termes d'organisation, de divertissement et de sécurité sont modifiées. Il faut désormais compter une hôtesse pour 30 passagers. Mais comme sur les derniers appareils à piston, le service reste très personnalisé. Dans les années 70, c'était extraordinaire car les gens qui voyageaient à l'époque étaient des gens qui avaient un peu plus de sous, disons, et l'ambiance à bord, les gens étaient toujours très gentils, polis, bien mis. Dans le temps des DC-8, entre autres, on avait un genre de salon à l'avant. Oui. Et puis, on invitait les gens à venir et puis les côtoyer, tout ça. Puis, dans ce temps-là, les gens avaient quand même peur de l'avion. Et puis, c'était beaucoup d'éliminer cette peur-là en leur rendant, disons, les choses plus faciles, en les distrayant. Avec l'arrivée des gros porteurs comme le 747, le rôle des hôtesses de l'air se transforme une fois de plus. Les agents de bord, comme on les appelle alors, doivent répondre aux demandes d'une clientèle de plus en plus importante. Elles sont les ambassadrices des pays traversés par les compagnies aériennes dont la nouvelle philosophie est « Faites-nous confiance ». Entre les années 30 et les années 80, 50 années de féminisme vont changer bien des choses. En 1940, par exemple, les Québécoises ont enfin le droit de vote. En 1964, l'égalité juridique des hommes et des femmes va être reconnue. Et en 1969, c'est la Grande Révolution, la pilule contraceptive est légalisée. Si dans les années 50 et 60, la présence féminine dans le milieu du travail est toujours discrète, ça va changer à partir des années 70 où on va les voir de façon beaucoup plus importante. Il va y avoir toujours des inégalités, mais ça n'aura rien à voir avec ce qu'il y avait au cours des années précédentes. Donc, c'était déjà une chose bien établie vers la fin des années 60, lorsque je suis arrivé dans les lignes aériennes, que les hôtesses de l'air étaient des jeunes femmes célibataires qui ne pouvaient pas même se marier durant leur séjour avec les compagnies aériennes. Donc, leur carrière était très courte, surtout s'ils voulaient fonder un foyer, comme tout le monde. Ils devaient quitter la compagnie aérienne 25, 26 ans. Et il y avait aussi des agents de bord en charge des hôtesses, et c'était des hommes qui, eux, pouvaient être mariés, et une hôtesse de l'air ne pouvait pas être en charge des hôtesses de l'air. Mais ça a changé avec les années, avec les lois sur la discrimination. Avec l'arrivée des gros porteurs, les hôtesses ne sont plus les représentantes d'un service exclusif et personnalisé. Un seul agent de bord peut devoir s'occuper de 55 personnes. L'arrivée du 747 a été vraiment extraordinaire. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était un immense avion. Il y avait beaucoup de personnel à bord. Et pour cet avion-là, ils ont mis un directeur de bord. Alors lorsque nous, on l'a eu, on avait une position qui était nouvelle et c'était du directeur de bord qui était en charge. Il ne travaillait pas, faisait pas le service. Il était simplement en charge de tout ce qui se passait à bord de l'avion. Avec les années 80, les agents de bord deviennent les représentantes des pays traversés par la ligne aérienne et leur tenue s'inspire des costumes traditionnels. La Singapore Girl de la Singapore Airlines reflète le mieux cette tendance. Les costumes deviennent aussi plus pratiques et reprennent des allures militaires. C'est à cette époque que le couturier Jean-Claude Poitras dessine l'uniforme des hôtesses d'Air Canada. J'ai débuté dans ce métier-là et que j'ai été approché la toute première fois par Air Canada, puis par Nord-Air et Québec Air. C'était vraiment un rêve qui allait se concrétiser pour moi parce que j'avais toujours rêvé d'épouser une hôtesse de l'air. Il y avait encore ce côté glamour qui était là et là je trouvais que l'image même de l'hôtesse de l'air, c'était vraiment une image tout à coup qui évoluait dans le sens que j'espérais, c'est-à-dire que ces femmes devenaient plutôt des ambassadrices de leur pays. Ça m'a beaucoup étonné à quel point la mode dans les années 80 était audacieuse et se permettait vraiment toutes sortes d'exagérations et à quel point lorsqu'on s'attaquait à l'idée de l'uniforme, on était d'une sagesse invraisemblable. Là, il fallait plaire absolument
à tout le monde. Alors, lorsqu'on demande à tout le monde, finalement, leur avis, bien souvent, le résultat, au bout du compte, est un petit peu frustrant pour tout le monde et pour le créateur, peut-être, d'abord et avant tout. Mais c'est là où j'ai appris à me battre pour mes convictions. À la fin du 20e siècle, le service à la clientèle offert par les transporteurs aériens a subi de nouvelles modifications. L'augmentation de l'achalandage dans les classes affaires, la prolifération de lignes aériennes avec des services réduits ont une fois de plus transformé le travail du personnel de bord. Que nous réserve l'avenir? L'avenir nous réserve des avions de plus en plus gros, contenant de plus en plus de place et de moins en moins coûteux, tout en étant de moins en moins confortables. Il est fort à parier que les gens riches, qui ne sont pas nécessairement des gens d'affaires, mais qui sont néanmoins riches, ne pourront pas se contenter de ce genre, de ce type d'appareil ou de ce type de vol. Et on devra construire pour eux des avions beaucoup plus confortables, un peu comme l'était, par exemple, le Concorde. L'avion a radicalement transformé le quotidien de l'homme au 20e siècle. En devenant le transporteur de masse qu'il est aujourd'hui, il a ouvert la planète à tous. Qui sait, cette histoire au 21e siècle sera peut-être celle de l'explosion du tourisme spatial. Mars n'attend plus que l'arrivée des voyageurs. 3, 2, 1, 0.